En été, nous, on profite à la revue automobile de faire des gros road trips. Comme vous pouvez le voir, ouais, j'ai vraiment fait quelques kilomètres, un peu plus de 5 000, même presque 6 000 sur cet été. Et tout ça à bord de quoi? À bord de ça. Ah, vous pensez qu'on va tout de suite passer à l'essai? Non, 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 un petit effort. Vous appuyez ici sur le bouton orange, on s'abonne, et maintenant on dit quoi? Bah, place au jingle. Vous l'avez tous reconnu? Non, ce n'est pas le Duster, c'est le Bigster, oui, le grand frère du Duster. Certes, on l'a déjà pris en main, certes, on en a déjà dit du bien et du mal, mais pourtant, c'est l'occasion pour nous, sur plus de 6 000 km, d'en avoir vraiment le cœur neutre et de savoir ce que ce Duster hybride a dans le ventre. Bon, autant vous dire tout de go, si vous n'êtes pas un spécialiste de Dacia, pour reconnaître un Duster d'un Bigster, il va falloir être un peu un spécialiste, car tout se joue sur le bouclier. Il a une forme un peu spécifique, un peu différente. Ici, c'est un peu plus carré, alors que dans le Duster, c'est un peu plus travaillé. Vous avez surtout dans le Duster un sabot qui est un peu plus pointu pour avoir un meilleur angle d'attaque. Oui, le Bigster, lui, il a une fonction surtout familiale. C'est pas un 4x4 comme le veut le Duster. Donc on la joue un peu plus stylé. Et le style en Italie, vous savez, bah Mackay, c'est important. Et bah vous savez quoi? J'ai eu une palanquée de personnes dans la rue qui se sont arrêtées, qui m'ont posé la question de savoir ce que c'était que cette belle auto. Bah oui, c'est la Bella Macchina. Et bah oui, ils ont tous apprécié le style. Il faut dire que elle en impose. Elle fait un peu Land Rover dans son âme, presque un air de Range Rover avec cette fameuse bande ici de feu et cette calandre haute. Encore une fois, la petite astuce ici, là, les bandes blanches, c'est peint, ce n'est pas des LED. Donc, si vous faites un petit POC avec, eh ben, ça coûtera pas trop cher. D'ailleurs, comme les optiques, pas question de LED ici, il n'y a que la signature à LED, ce qui veut dire bah, que le remplacement ne coûtera pas si cher, en tout cas pas les 8 000 ou même 12 000 € sur certains véhicules premium allemands. Eh ouais, Dacia, c'est surtout efficace et pas cher. Ah là, vous avez vu, là on est sur la poupe. Ouais, bah, compliqué, hein, de la différencier avec, le Duster. Bon là, évidemment, il y a le monogramme Bigster, mais sinon, c'est assez ressemblant. Bon, sachez qu'il y a quand même quelques différences. Là, encore une fois, il va falloir être spécialiste pour l'avoir. Là, vous avez les fameux boucliers qui sont vraiment plus enveloppants, là aussi. Vous avez cette barre ici qui est assez jolie. Bon, bref, on est sur des petits détails, mais tout change lorsqu'on passe sur le profil. La face avant est très proche, l'arrière est quasi identique au Duster. Ce qui va faire vraiment la différence, bah là, ici qu'on voit que bah, le Bigster, bah, il n'est pas vraiment identique au Duster, surtout par sa taille. Bah oui, il a grandi. Et oui, donc 4,57 m de longueur. Vous avez bien entendu que c'est là où on fera vraiment la différence avec le Duster qui, lui, s'occupait par exemple des SUV B, des SUV urbains, des 2008 ou Renault Capture. Là, on est dans le segment supérieur, le segment des SUV C. Il s'attaque donc au Peugeot 3008, au Renault Arcana, au Kia Sorento, au Hyundai Santa Fe ou au Toyota CHR. Rien que ça. Et d'ailleurs, il s'attaque comment à ses petits confrères? Et ben voilà son arme de séduction massive. Il est ici, là. Bah, on dirait pas comme ça, hein. Bon, ok. Il s'agit d'un nouveau moteur hybride. C'est le premier modèle de la constellation Renault à utiliser ce moteur. Il s'agit d'un 1,8 litre full hybride. Ça vous dit rien? Bah, c'est normal parce qu'il vient vraiment juste de sortir. C'est d'ailleurs le premier modèle à les traîner dans la constellation de l'alliance Renault-Nissan. À savoir que vous l'avez maintenant sur le Renault Symbiose et dans d'autres véhicules. Il va un peu s'étendre. Alors, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Il s'agit en fait du fameux 1,6 litre 145 chevaux qui a été entièrement repensé. Repensé comment? D'une, on a revu entièrement son moteur
thermique. Il ne s'agit plus d'un 4 cylindres 1,6 litre, mais d'un 4 cylindres 1,8 litre. Bon, à savoir que c'est le même moteur, mais qui a été réalisé. À l'intérieur se cache une nouvelle boîte automatique. Bon, c'est une boîte automatique un peu spécifique, c'est la multimode de Renault, boîte à crabot avec un moteur électrique qui se cache dedans d'une vingtaine de chevaux, mais il est aussi accompagné d'un autre moteur électrique de 50 chevaux. Pour alimenter tout ça, une batterie de 1,4 kW. C'est ça qui change tout. Et pourquoi ça change tout? Parce qu'au niveau de la fiche technique, on monte à 155 chevaux, un 0 à 100 en environ 10 secondes seulement, mais surtout des consommations normées en dessous de 5 litres au 100. C'est beau ça, non? Mais là, j'ai fait quasiment 6000 km avec. Alors, est-ce que ça consomme vraiment 5 litres au 100? Mhm. Et nous voilà à l'intérieur. Bah oui, puisqu'on ne peut pas commencer quand même cet essai sans vous parler de cet intérieur. Là, on va retrouver les gènes du Duster. Bah oui, là, ils ont fait dans l'économie. En réalité, c'est ce qui se fait souvent dans des versions allongées de certains véhicules. On retrouve exactement le même mobilier avec cette planche de bord rectiligne, mais qui est plutôt assez jolie, hein. Il faut quand même reconnaître, c'est joliment dessiné et c'est surtout extrêmement ergonomique. Et c'est là où on voit le génie de Renault. Ils ne se compliquent pas la vie. Quand il y a une histoire qui fonctionne et qui marche bien, ils ne vont pas inventer la roue. Non, ils se contentent de faire bien les choses. Ici, nous sommes en face d'un écran multimédia de 10 pouces, mais dans notre version aussi ici, comme vous pouvez le voir, nous avons un écran digital de 10 pouces aussi. Il annonce la consommation, mais vous avez aussi la réplication du GPS. Bah oui, pourquoi? Parce que là, si vous voyez bien, ici, c'est Google Maps. Bah oui, parce que, et alors que j'ai mon téléphone ici, oui, il est en sans fil, il est CarPlay, Android Auto, ça fonctionne bien, et en plus, donc, c'est répliqué, c'est réplicable sur le compteur digital, ce que très peu de voitures font, même encore aujourd'hui, même chez les premium. Ça fonctionne très bien. Bon, certes. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que vous avez vraiment des touches raccourcies un peu partout. Vous avez les touches piano qui vous permettent de piloter la climatisation. Vous avez sur le volant les petites touches très simples. Par exemple, ici, pour tout ce qui est régulateur de vitesse, il est dans ma version auto-adaptatif. C'est une option où ça dépend des versions. Attention. Et ici, de quoi piloter donc le fameux écran qui est configurable à souhait. Donc, vous pouvez tout voir. Voilà. Plutôt pas mal. OK. Sauf que vous avez aussi d'autres boutons, un bouton magique, ici, là. Ici, c'est le My Safety, vous appuyez 2 fois, et ça vous permet de mettre en place votre personnalisation des ADAS. Oui, des ADAS, les fameuses aides à la conduite, dont certaines sont très pénibles, comme par exemple l'alerte de survitesse, c'est les fameux systèmes de caméra qui lient les panneaux, mais ils le lient très mal comme dans tous, et d'ailleurs ça évite de faire des freinages fantômes, pour info. Hein, c'est un gros problème. Donc vous faites ça, vous configurez comme vous voulez, et voilà, c'est fini. Vous avez surtout 2 clics. Alors que sur d'autres voitures, il faut passer par plusieurs menus sur l'écran pour les enlever, c'est juste insupportable. J'ai même eu des chinoises où il fallait 2 minutes. Là, ça met 2 secondes, 3 secondes. En plus, on peut le faire en conduisant parce que c'est pas trop gênant. Donc voilà, ergonomie vraiment parfaite. C'est de là puisque vous avez ici une superbe console centrale avec une belle gâchette qui sert pour la boîte de vitesse. C'est compréhensible. Bien joué. Comme vous pouvez le voir, des rangements un peu de tous les côtés, ici, ici. Tout fonctionne bien. Les vitres, voilà. Mais en réalité, tout est simple. Tout est fait comme vous avez envie que ce soit fait. Vous la prenez, vous la comprenez tout de suite, la voiture. Donc, c'est vraiment top. On continue. Ici, les sièges, donc dans ma version haut de gamme, on est sur des sièges qui allient tissu monogrammé avec ce, comment dirais-je, faux Alcantara en plastique, mais qui rend super bien. Surtout, il est lavable très facilement à l'éponge, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, par contre, le point négatif, c'est quoi? C'est que malgré le joli dessin de ces planches de bord, vous avez entendu? Ça claque un peu. Bah oui, c'est du plastique costaud, dur, qui est fait pour durer, mais qui n'est pas très agréable au toucher. Et surtout, c'est ici, là. Voilà, là, ça, voilà. Sur la contreporte, lui, par contre, vous le touchez tout le temps. Parce qu'autant sur le plan de bord, on ne le touche pas, mais là, là. Et bon, là, c'est bof. Et c'est ce qui m'avait déçu, d'ailleurs, dans mon premier essai. J'avais dit, voilà, qu'elle était vraiment très, très bien conçue, cette voiture, qui était très jolie. Mais ça, là, ça fait pas du tout segment C, donc le segment des SUV compacts. Tous font largement mieux à l'intérieur. Ils vont même titiller les très haut de gamme, les berlines haut de gamme dans certaines voitures. Par exemple, dans une 3008 ou dans une Santa Fe que j'ai pris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, on est très très loin de cela.
Par contre, ce qui est vraiment très bien aussi dans cet habitacle, regardez ça là. Ah, vous avez compris? Et on va parler de ce fameux toit panoramique qui est ouvrant. Bah oui, il suffit d'aller là, hop, occultant et ouvrant. Regardez, c'est très, très, très rare d'avoir ça. Et alors, d'avoir ça dans une Dacia, c'est une première tout simplement. Donc, il est énorme, il est grand, il est très facile. Encore une fois, occultant, j'ai juste à faire ça, hop, 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 hop. Comme vous pouvez voir, il y a le store qui vient, qui fait la totale ou qui fait la moitié. C'est vraiment très bien conçu. Donc voilà de quoi vraiment ravir les familles, surtout que quand on passe à l'arrière, attention, c'est pas nul non plus, hein. Alors pour passer à l'arrière, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de poignée de porte ici. Elle est là, elle est cachée un peu à l'Alfa Romeo. Et là, vous avez le droit à cette fameuse banquette arrière. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis ici mon fameux siège auto, bah oui, parce que je pars avec le minot. Sans problème, vous avez deux isofixes, gauche et droite. Et donc là, on est plutôt pas mal. Et voilà. Que vous dire? J'ai énormément d'espace. Là, 1,80 m devant, 1,80 m derrière. J'ai même des caves pour mettre les pieds, tous ces trucs-là. Bah, franchement, c'est top. Voilà, c'est juste top la place à l'arrière. Les sièges sont assez moelleux, l'inclinaison est bonne. Bah voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à part bah voilà que c'est spacieux, qu'on profite de beaucoup de lumière, surtout grâce au toit panoramique. En plus, et vous avez des petites LED ici, des veilleuses. Bon voilà, grosso modo, tout est bien, à part ici, vous n'avez pas de poignée pour vous maintenir. C'est quelque chose que j'avais déjà parlé. Bon, OK, mais vous avez décroché, par exemple, pour mettre d'autres choses. Bon, vous pouvez vous débrouiller. Et vous avez aussi comme de la clim et de chargeurs USB. Non, les petites familles sont bien, franchement. Bon, allez, encore ce fameux plastique qui est vraiment à revoir. C'est vraiment le plus gros défaut de la voiture. Alors, oui, c'est un gros défaut, mais est-ce qu'on va vraiment, pendant 5000 km, arrêter de le toucher? Ouais, je vous en parle après. Parce que là, il y a quand même un truc qu'il faut qu'on parle, parce qu'on parle de famille. Bah oui, si on part à 4, bah, il faut quand même de l'espace, hein, derrière. L'un des facteurs les plus importants lorsqu'on achète un SUV familial compact, bah, c'est quoi? C'est la soute à bagages. Regardez bien ce qui va se passer. C'est une première dans une Dacia. Et oui, un haillon électrique. Un haillon électrique en plus un peu particulier parce que, ils ont été assez intelligents pour mettre qu'un seul vérin électrique, ce qui suffit amplement pour la soulever, mais qui fait aussi des économies de prix et de poids. Là, on parle vraiment de cette fameuse soute à bagages. Regardez comment elle est grande. Voilà, hein, là, on est bien. Un peu plus de 550 litres. On est dans la moyenne très haute du segment. Donc là aussi, c'est assez carré. Il y a pas mal de petits recoins. C'est bien foutu. J'ai pas eu de problème pour faire du Tetris et partir en vacances avec femme et enfants. Encore un point positif pour cette satanée Dacia. Mais où va-t-elle s'arrêter? Ah bah, peut-être dans la conduite, peut-être dans d'autres choses. Allez, on va voir ça. 3 semaines à son bord, quasiment 6000 km parcourus. Ouais, largement de quoi vraiment cette fois-ci se faire un vrai avis sur la dynamique de cette Pixter de Dacia en version hybride. Allez, soyons francs, je vais confirmer tout ce que j'avais dit la première fois que je l'ai eu en main lors des essais internationaux. Le châssis est extrêmement bien né. En même temps, il ne pouvait pas en être autrement. Il sort de l'Arcana, du Symbiose et de la constellation Renault, Nissan, Mitsubishi. Donc, vous l'avez aussi sur la SX, le Grand 10. Il est rigide, léger. Les trains roulants sont parfaitement calibrés. Ils tiennent très, très bien la route. Et ils sont légèrement confortables, les trains roulants. C'est-à-dire que vous avez un amortissement qui est plutôt assez bien réglé, là aussi, assez réactif. Quoi, c'est un compromis à la Renault, quoi. Bah ouais, ça c'est tout faire. Bien que j'aurais quand même voulu un chouïa plus de confort, un peu plus de mollesse pour que ça aille vraiment avec le Bigster. Mais la réponse à laquelle vous vous attendez, c'est quoi? C'est la consommation. La consommation réelle. Et c'est là où, en réalité, je suis extrêmement bluffé. Sachez que, donc, de Paris jusqu'à Agropoli Paestum, donc en bas de l'Italie, en bas de Naples, quasiment 2000 km. Le premier aller, donc, c'est la moyenne 5,2. Vous avez bien compris, 5,2
de moyenne avec de l'autoroute française, de la montagne, puisqu'on est passé par le tunnel de Fréjus, de la montagne italienne, de la côte. J'ai suivi scrupuleusement les limitations de vitesse légales de chaque pays et 5 litres de moyenne. Et le mieux, c'est que ça s'est confirmé au retour. Agropoli, Paris, 5 litres 3 là, en moyenne, là, voilà. Donc on y est, donc oui, sur autoroute, sur nationale, dans la vie de tous les jours, elle est capable de faire largement moins de 6 litres, donc 5 litres 2, 5 litres 3 pour du voyage. Mais les bonnes nouvelles de consommation ne s'arrêtent pas là. J'ai fait Rome, j'ai fait Naples, j'ai fait Salerne, j'ai fait Lyon, j'ai fait Gênes, fois, rien n'y faisait. J'ai consommé largement moins de 5 litres en ville. Moyenne réelle sur toutes ces villes-là de 4 litres 5. Évidemment, il faut savoir gérer et anticiper, mais le moteur est capable vraiment de se mettre en silence régulièrement. Là, vous voyez, je suis sur de l'électrique pur. Et c'est d'ailleurs l'un des secrets de cette voiture, le système électrique, là, qui est vraiment capable d'entraîner la voiture à haute vitesse, même, c'est-à-dire à 120, 130 km/h. J'ai le moteur électrique qui s'est des fois enclenché. Et c'est pour ça que sur autoroute, elle est capable de proposer des consommations dignes d'un diesel. Bah oui. Cette nouvelle génération de moteurs hybrides avec le 1,8 litre et toute la nouvelle panoplie de moteurs, de boîtes de vitesse et de cette batterie beaucoup plus puissante fait vraiment des miracles. Et ce, sans jamais gâcher le plaisir. C'est-à-dire que quand on appuie à fond, on a tout de suite de la vitesse. Il n'y a pas d'effet de moulin comme vous pouvez l'avoir sur les japonaises. Ça répond franchement tout de suite. Vous avez tout de suite du gaz, vous avez tout de suite de la puissance. C'est très agréable. C'est vraiment impeccable. Alors par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à certains moments, le moteur thermique va lui se convertir en générateur. C'est-à-dire qu'il va se mettre à tourner plus haut en régime, car il va emmagasiner de l'énergie électrique dans la batterie pour pouvoir l'utiliser juste après, sans que vous ayez à changer en réalité votre puissance ou votre pression sur la pédale. Mais c'est très efficace. Au bout du bout, elle va se mettre à tourner en permanence sur l'électrique et donc consommer moins. Bah oui, parce que le moteur thermique, dans ce cas-là, n'a pas à alimenter le train roulant, c'est-à-dire qu'il va être en vitesse constante, sans avoir à entraîner les roues, qui est le plus consommateur d'énergie. C'est toujours le moteur électrique. Et donc, ça permet d'économiser des gouttes d'essence précieuses, surtout au prix qu'on achète cette énergie. Vous l'aurez donc compris, moi je suis plutôt assez satisfait, même plus que ça, bluffé par ce nouveau moteur hybride de chez Renault, qui fonctionne vraiment très très bien. Aucun problème de puissance, aucun problème d'effet moulin, consommations sont toujours basses. Et en ville, il est extrêmement fluide et plaisant à conduire. Bref, il a un paquet de qualités. Seul petit bémol, allez, c'est lors de grande accélération, on sent que le moteur thermique, voilà, il n'a pas de turbo, c'est un moteur atmosphérique, donc il a du mal à entraîner vraiment vaillamment l'ensemble, mais c'est que sur des épiphénomènes, puisqu'en soi, il y a toujours le moteur électrique qui est là pour l'aider. Mais c'est vrai qu'un petit peu plus, un petit cheveu de plus, ce serait un petit plus. Mais sauf que Renault a déjà ce moteur-là dans sa banque d'organes. Il est sur le Renault Espace et sur l'Austral. Donc oui, vous serez obligé de passer sur le Tech 200 si vous voulez avoir un peu plus de puissance. Mais sinon, sur tout le reste, enfin, vraiment bien. C'est peut-être la nouvelle référence d'ailleurs. Et quoi de mieux qu'une station de recharge ultra rapide pour vous faire la conclusion de ce road trip avec cette Bigster hybride non rechargeable. Bah oui, elle n'est pas du tout rechargeable, c'est un full hybride comme le sait le faire parfaitement Toyota, mais Renault est vraiment devenu un spécialiste de cette motorisation. Et la preuve en est encore une fois avec ce nouvel opus de son full hybride qui est passé de 1,6 litre à 1,8 litre avec de nouveaux moteurs, nouvelle boîte de vitesse, avec nouvelle batterie, un ensemble de choses bien plus cohérentes et qui rend encore
plus efficace et efficient ce moteur. Et ce moteur fait les beaux jours de ce Bigster. Et oui, donc le Bigster actuel en full hybride avec la plus grosse finition, avec toutes les options comme la mienne, bah vous l'avez à un peu moins de 34 000 euros. Cherchez pas, il n'y a pas mieux. Et pour faire au moins aussi bien, il va falloir débourser beaucoup plus, parce qu'on est plutôt sur une tendance de 42, 45, voire 47 000 euros chez ses concurrents SUV C, SUV compact, SUV familiaux. Eh ben oui, il est toujours une très bonne affaire. Ceci dit, il n'est pas parfait, comme vous le savez. Je comprends pas les plastiques sur les contreportes, quelques finitions vraiment perfectibles, qui ne sont pas cohérents avec le segment du véhicule. Et c'est bien là l'un des seuls vrais défauts de la voiture. Mais durant les 5000 km, est-ce que j'ai vraiment détesté ce produit à cause de ça? Pas du tout. En réalité, je m'en fichais totalement. Parce qu'il m'offrait vraiment tellement de choses, tellement basses, que je me suis largement accommodé de ce petit défaut, parce que tout le reste, ça a été juste un super engin pour faire plus de 6000 km en 3 semaines. Ah ouais, que voulez-vous? Il est vraiment presque parfait, ce Bigster. Bah oui, parce que le look, tout le monde le regardait en Italie. Le prix, voilà, tout va bien. Il explose la concurrence. Les consommations, difficile de faire mieux. Aujourd'hui, en tout cas, pareil, il est en haut du tableau. L'espace à bord, gigantesque. Coffre pratique, orienté, il a tout. Il a tout, ce Bigster. Il a tout. Le seul vrai concurrent que je peux lui trouver, à très court terme, c'est quoi? C'est le Bigster GPL. Oui, le Bigster. Aujourd'hui, GPL passe avec un 1,2 litre turbo de 140 chevaux, mais il est micro-hybride et il sera GPL. Ouais, c'est peut-être lui le vrai atout majeur. Il est surtout 4 000 euros moins cher que cette version-là, mais celle-ci, elle a la boîte automatique que n'aura pas le GPL. Bon, bref, vous avez compris. Suivez-nous, abonnez-vous et nous on se donne rendez-vous bientôt.